Bonsoir, bienvenue à tous dans votre émission bimensuelle du mercredi, présentée par les dealers de sciences, sur les ondes de Radio Campus Bordeaux 88.1, c'est Emma au micro. Et moi, c'est Juline. On vous embarque avec nous sur la route en direction du Horizon Festival. Oh, Juline, j'ai beaucoup trop hâte d'aller au festival. Est-ce que tu veux conduire? Peu importe, mais n'oublie pas que j'ai eu mon permis au bout de la 4e fois. Vas-y, je prends le risque pour ce soir. Allons-y alors. On s'attache. Et on s'empoisonne. Oh non, pas déjà. De 1, j'aime pas Christophe Mahé. Et de 2, il fait enfin beau aujourd'hui, ne me ramène pas la pluie s'il te plaît. Ok, bonne ambiance pour commencer le trajet. Non mais préserve sa voix pour tout à l'heure. Plutôt, on va mettre la radio. Pas de soucis, je l'allume. Tu veux quoi? Le premier truc qui te vient, c'est très bien. Oh bah, sur une chaîne d'infos, ça te va? Des infos scientifiques, ok, parce que sinon, il y a de quoi faire une dépression avec l'actualité quotidienne. T'inquiète pas, c'est une très bonne chaîne d'infos scientifiques. Bienvenue sur Déclic et Déclac, la radio où la science fait tilt et où à chaque découverte résonne comme une évidence. On explore tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, alors installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à quelques révélations éclatantes. Oh, vas-y, laisse un peu voir. Je connais pas trop cette radio. Et si je vous disais qu'une prothèse peut maintenant ressentir et saisir des objets comme une vraie main? Bah moi je dirais que c'est faux. Eh bien non, ce n'est pas de la science-fiction, mais bien une réalité issue des laboratoires de l'université Johns Hopkins à Baltimore. Ces chercheurs ont conçu une prothèse hybride combinant une structure interne rigide et des articulations robotiques souples, le tout inspiré de l'anatomie de la main humaine. Mais ce n'est pas tout. Cette main est dotée de capteurs tactiles en 3 couches, imitant les différentes couches de notre peau et transmettant des informations sensorielles de manière neuromorphique, c'est-à-dire reproduisant l'activité neuronale. Résultat, cette main bionique peut saisir délicatement des objets du quotidien, qu'il s'agisse d'une peluche moelleuse ou d'une bouteille en métal bien froide, et les identifier avec une précision impressionnante de 99,69%. Elle, elle excelle également dans la distinction des textures, surpassant les performances des doigts robotiques, uniquement souples ou rigides. Cerise sur le gâteau en plus, cette prothèse se contrôle via les muscles de l'avant-bras, offrant aux personnes amputées une expérience plus naturelle et intuitive, une avancée majeure qui rapproche un peu la technologie de notre humanité. Oh, trop chouette. Maintenant, autour de notre lune bien-aimée, notre éternelle compagne qui pourrait être bien plus vieille qu'on ne le pensait. Selon de nouvelles recherches, la Lune se serait formée il y a environ 4,5 milliards d'années, à peine quelques millions d'années après la naissance du système solaire. Cette découverte remet en question l'idée d'une Lune jeune formée plus tard. Le secret, une collision géante entre la Terre et un corps de la taille de Mars, Theia, qui a projeté des débris dans l'espace, donnant naissance à notre satellite. Des méthodes modernes de datation, comme l'analyse des zircons lunaires, confirment cette nouvelle chronologie. Cela permet de aussi mieux comprendre l'histoire de la Terre, car la formation de la Lune a stabilisé la rotation de notre planète et refait fondre sa surface. La mission Chang'e 6, qui a ramené des échantillons lunaires, pourrait enfin confirmer cette nouvelle théorie. Si les zircons retrouvés corroborent cette date, le mystère de l'âge de la Lune sera enfin résolu. Super ces petites actus, ça ne te dit pas de changer? J'aimerais quelque chose qui bouge un peu plus. Oh oui, j'écoute souvent les intervieweurs. Ils font plein d'interviews intéressantes que j'aime bien écouter quand je conduis. Ça marche, je te laisse le choix pour cette fois. Ok, je te préviens, ça dure généralement entre 20 et 30 minutes. Si je me souviens bien, la prochaine c'est sur la maladie d'Alzheimer et les bénéfices de la musique. Ah oui, 20 minutes quand même. Tu as de la chance, le sujet m'intrigue. C'est quelle fréquence? C'est sur la 98.1. Ok, je mets ça. Bonjour, bienvenue sur votre radio des dealers de sciences. Aujourd'hui, nous interviewons Hervé Platel, professeur de neuropsychologie à l'Université de Caen-Normandie, qui est également directeur d'une unité de l'INSERM qui s'intéresse à la mémoire normale et pathologique. Bonjour, monsieur Hervé Platel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre domaine de recherche, s'il vous plaît? Alors, professeur de neuropsychologie, c'est un titre un petit peu ambigu parce qu'on pourrait croire que je suis médecin, mais en fait, je ne le suis pas. La neuropsychologie, c'est une discipline qui s'intéresse aux conséquences des maladies du cerveau sur le comportement. Et aujourd'hui, en fait, c'est une discipline professionnelle largement liée à la formation de psychologie. Donc moi, j'ai fait des études de psychologie, je suis psychologue de formation, et puis après, bah, je me suis intéressé à la neuropsychologie et au lien entre cerveau et comportement. Donc voilà mon profil. D'accord, très bien, merci.
Donc, en faisant nos recherches, on a pu lire que vous êtes l'un des premiers chercheurs à avoir étudié le cerveau sous l'effet de la musique et en utilisant surtout des techniques de neuroimagerie. Et du coup, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la neuroimagerie et pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers ce domaine? Alors la neuroimagerie, eh bien, on utilise des appareils qui permettent de visualiser l'activité du cerveau pendant que vous réalisez des tâches toutes bêtes. Et au début des années 1990, fin des années 80, début des années 1990, eh bien, il y a eu une vraie révolution dans ce domaine des sciences, puisque on a pu utiliser de manière beaucoup plus simple et accessible ces techniques. Alors, elles sont diverses, hein, et, on peut enregistrer l'activité électrique du cerveau, et ça, c'est bien connu avec l'électroencéphalogramme. Et puis après, il y a des techniques qu'on va dire métaboliques, c'est-à-dire qui vont s'intéresser à l'activité du métabolisme cérébral. C'est quoi le métabolisme cérébral? C'est le fait d'enregistrer l'augmentation du débit sanguin dans le cerveau en lien avec l'augmentation, je dirais, de l'activité des neurones. On sait que votre cerveau, quand il fonctionne, quand les neurones fonctionnent, il y a, je dirais, besoin tout de suite de nourriture pour les faire fonctionner, ces neurones, et votre cerveau va consommer davantage d'oxygène et de glucose. Et ce sont ces paramètres-là que l'on va regarder avec une imagerie qu'on appelle métabolique. Aujourd'hui, les imageurs les plus connus qui sont utilisés pour ce type de domaine, ce sont les IRM. Donc, on parle d'IRM fonctionnel lorsqu'on va regarder le fonctionnement du cerveau. Donc ça, en fait, ça a émergé dans les années 90, non pas parce que les techniques n'existaient pas, mais essentiellement grâce au développement des capacités de l'informatique et la possibilité, en fin de compte, de pouvoir stocker des images qui prenaient beaucoup de place, des données, en fin de compte, qui étaient très lourdes à gérer, à stocker. Et l'informatique et le développement des capacités de mémoire a permis avec plus de facilité de pouvoir traiter ces grandes quantités de données. Alors aujourd'hui, ça se fait très facilement avec n'importe quel ordinateur portable, mais à l'époque, il fallait des gros serveurs donc informatiques, et évidemment, il y avait très peu de laboratoires qui pouvaient le faire. Donc, on a eu la chance, dans la ville de Caen, où je travaille, d'avoir une plateforme de neuroimagerie qui a été inaugurée à la fin des années 80. Et quand il a été question de réaliser les premiers protocoles d'imagerie cognitive, hein, c'est-à-dire avec des sujets sains, euh, en fait, moi, mes directeurs de thèse, c'était Bernard Le Chevalier, Francis Eustache, m'ont proposé de travailler sur la thématique des liens entre cerveau et musique. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient fait des observations de patients qui, à la suite de maladies du cerveau, avaient soit des troubles du langage, mais pas des troubles de la musique, soit Mhm. des troubles de la musique, mais pas des troubles du langage. Donc, en fait, cette dissociation chez les patients laissait supposer qu'il y avait une organisation cérébrale relativement indépendante entre le domaine du langage et le domaine de la musique. Mais ça encore, fallait le démontrer, fallait montrer que c'était comme ça que c'était organisé chez des sujets sains. Et c'est pour ça qu'on a démarré effectivement ces études. Bah, ça tombe parfaitement, vous avez commencé à introduire justement avec la partie musique. On se posait la question, est-ce qu'il existe des différences dans les types d'imagerie cérébrale au niveau de la mémoire musicale, que ce soit d'un musicien confirmé, professionnel, et celle d'un non-musicien, par exemple, nous qui pouvons écouter la musique de temps en temps, etc. Est-ce que ça se voit concrètement? Alors, il y a des choses évidemment qui se voient par l'effet de la pratique musicale sur le cerveau. Alors, la première chose à dire, c'est que ces techniques d'imagerie cérébrale, au départ, qui permettaient de voir le cerveau en activité pendant qu'on réalisait une tâche, la première surprise par rapport à la musique, c'était de s'apercevoir que la simple écoute de la musique chez des sujets qui n'étaient même pas musiciens Mhm. mobilisait des régions du cerveau extrêmement larges. On s'attendait à ce que la musique, puisqu'on avait cette idée qu'il y avait une relative indépendance entre cerveau de la musique, cerveau du langage, qu'on aurait peut-être en fait une sorte de centre cérébral de la musique qui serait sans doute peut-être dans notre hémisphère droit. Alors bien sûr que l'hémisphère droit participe
donc au traitement de la musique, mais en définitive, on a aussi notre hémisphère gauche qui est très impliqué dans le décodage des informations rythmiques, dans le décodage des informations liées à la hauteur, etc. Alors ça, c'est un premier aspect qui a permis de montrer, enfin de donner une image un peu plus complexe que ce qu'on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire que ben, écouter de la musique, même quand on n'est pas musicien, ça mobilise en fin de compte des régions très larges de notre cerveau. Ça, c'est un message déjà intéressant parce que ça va permettre de comprendre pourquoi, quand on a des maladies du cerveau, ben, la musique est une activité qui résiste beaucoup à ces maladies du cerveau parce qu'une petite lésion dans le cerveau fait que ben, vous pouvez avoir des difficultés dans certains aspects du décodage de l'information musicale, mais ça annule pas complètement vos capacités musicales dans beaucoup de cas de figure. Alors après, votre question, c'était aussi, bah, qu'est-ce qui se passe du point de vue des musiciens? C'est ça. Et ce qui a changé évidemment beaucoup les choses, c'est de pouvoir visualiser non seulement l'activité du cerveau chez des naïfs et des experts, Mhm. et il y avait beaucoup de travaux avant qu'on s'intéresse aux musiciens, notamment chez des experts comme les joueurs d'échecs ou d'autres types de populations d'experts, où on voyait que, bah, évidemment, quand on est expert, on recrute son cerveau de manière un peu différente que quand on n'est pas expert. Alors ça a été observé aussi chez les musiciens. Mhm. Bien évidemment, quand on est musicien expert, on fait travailler son cerveau de manière un peu différente, et notamment quand on parle d'un phénomène qu'on appelle l'oreille absolue chez les musiciens, c'est-à-dire ces musiciens qui sont capables, dès qu'ils entendent un son, de dire quelle est la note. Eh bien, on voit bien que ça fait travailler des réseaux cérébraux, en lien avec le langage d'ailleurs, hein, de manière très spécifique, bah, qu'un non-musicien n'est pas capable de mobiliser parce que c'est un mécanisme lié à l'apprentissage. Et puis, il y a une chose qui a été découverte, et c'est pour ça que les musiciens sont devenus une population d'experts extrêmement intéressante pour les travaux de neurosciences cognitives, c'est tout ce qui concerne ce qu'on a appelé la neuroplasticité structurale. Alors c'est quoi cette histoire? Ouais. Eh bien, c'est le fait que notre cerveau est un organe en fait dynamique, c'est un organe plastique, et que la manière dont vos neurones sont connectés les uns aux autres, le nombre de neurones aussi que vous avez dans votre cerveau, ben, tout ça évolue au fur et à mesure de la vie en fonction de la manière dont vous mobilisez votre cerveau. Donc, ben, l'épaisseur corticale à tel endroit, le nombre de neurones, la connexion entre les neurones, c'est ce qu'on appelle la substance blanche, les fibres de connexion entre les neurones, tout ça, en fin de compte, se modifie hein, structurellement donc, avec les apprentissages musicaux. Et ça, on l'observe dans le cerveau, et c'est à partir des années, surtout des années 2000, qu'on a montré que le cerveau des musiciens eh bien, était modifié par leur apprentissage, leur entraînement musical. J'avais une question par rapport au nombre de cerveaux, excusez-moi, non, de neurones. Nombre de cerveaux, ça je sais, c'est un. Mais le nombre de neurones, du coup, vous avez dit qu'il évoluait. Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près par tranche d'âge combien on en a quand on est enfant, après quand justement on rentre au niveau de la période Alors, scolaire, enfin. en fait, il y a deux aspects. Le nombre de neurones, c'est évidemment important. On a Mhm. des milliards de neurones. En fait, c'est très important. Donc, c'est surtout en fait le nombre de connexions entre les neurones qui D'accord. fait la puissance du cerveau. Il y a même des gens qui ont dit qu'il y avait plus de possibilités de connexion dans le cerveau d'un être humain entre les neurones que d'étoiles dans l'univers. Alors, Oui. D'accord, très ça veut difficile dire. de savoir si c'est vrai. Mais en tout cas, ce sont des chiffres tellement importants que c'est très, D'accord. très difficile de se Oui. les représenter. Donc, en fait, chez les enfants, ce qu'on remarque, c'est que, il y a beaucoup, en fin de compte, de phénomènes. Il y a beaucoup de neurones, et puis après la connexion entre les neurones, mais il y a un phénomène aussi qu'on appelle d'élagage, c'est-à-dire que bah, petit à petit, il y a des possibilités de connexion qui vont se réduire. D'accord. Donc, en définitive, c'est pas tant le nombre de neurones qui fait votre capacité à traiter de Mhm. l'information, c'est aussi la manière dont ces neurones vont dialoguer entre eux. Et bah, tout au long de la vie, on va avoir bah, une neurogénèse, une création de nouveaux neurones, qui n'est pas en fait extraordinaire, hein. On évalue cela à environ 400 nouveaux neurones créés tous les jours. Il y a un débat sur le fait de savoir si on vieillit, est-ce que ça continue cette création de nouveaux neurones? Parce qu'il y a des travaux qui montrent que oui, on peut estimer qu'il y a de la neurogénèse dans le cerveau tout au long de la vie. Et puis il y a des travaux qui modulent ça en disant non, dans le cerveau vieillissant, en fait, cette neurogénèse, elle s'arrête, elle diminue. Donc il y a des débats encore pas très clairs. Mais en définitive, ce nombre de neurones créés ne
ne contrebalance pas non plus la mort neuronale, parce qu'on a toujours dit ben, qu'effectivement, on perdait des neurones tout au long de la vie, c'est vrai, mais en fait, le message, il est moins négatif qu'on pouvait le dire, parce qu'il est contrecarré un petit peu par cette neurogénèse. Mais la neurogénèse, c'est pas que ça qu'il faut Mhm. considérer, c'est le fait que même, imaginons que vous soyez une personne de plus de 70 ans, on peut dire que la neurogénèse est un phénomène qui existe plus tellement. Mais en fait, c'est pas grave parce que dans votre cerveau, si vous n'avez pas de maladie neurologique, dans votre cerveau, il y a la création de connexions, Mhm. pas la création de nouveaux neurones, mais la création de nouvelles connexions entre les neurones qui peut se réaliser parce que vous allez apprendre des choses nouvelles et vous allez vous entraîner à des choses nouvelles tout au long de la vie. C'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant de le faire. Donc en fait, dès que vous apprenez quelque chose de nouveau et que vous le mémorisez, eh Mhm. bien vous créez en fin de compte des connexions entre vos neurones et ça tout au long de la vie. Donc la neuroplasticité, elle existe indépendamment du fait qu'il y ait des nouveaux neurones Mhm. tout au long de la vie. D'accord, très bien. Et je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Est-ce que la musique, on a réussi à trouver, est-ce qu'elle est dans des régions spécifiques du cerveau en fait? Parce que vous avez parlé Vous qu'elle peut vouliez être dans des savoir. régions, mais est-ce que des régions vraiment spécifiques? Alors, il y a des régions qui sont importantes pour le traitement de la musique. Ben, évidemment, et ça c'est vrai aussi pour le langage, dans votre cerveau, les informations auditives, elles sont traitées en première instance par des régions qu'on appelle les régions temporales, les régions auditives primaires, hein, notamment une région qui s'appelle le gyrus de Heschel. Bon, très bien. Donc, ça se situe un peu au-dessus des oreilles. Bon, voilà, c'est des régions temporales. Donc clairement, toutes les informations auditives, que ce soit de la musique, des sons de parole, et des sons de l'environnement, tout ça arrive au même endroit. Et puis après, en fonction de leur propriété, de la manière dont on va les utiliser aussi, hein, c'est pas que les propriétés du son, eh bien, ça va être envoyé à d'autres régions du cerveau qui vont décoder certaines des propriétés de ce flux sonore. Donc notamment l'aspect rythmique. Est-ce qu'il y a en fin de compte des aspects pulsatoires et rythmiques? Et on sait que ça engage des réseaux plutôt du côté de l'hémisphère gauche. Ça peut engager le cervelet, ça peut engager les régions préfrontales, etc. Et puis le décodage aussi des aspects mélodiques, du timbre, de la sonorité des instruments, tout ça engage aussi des réseaux plutôt de l'hémisphère droit, mais pas que, hein. Donc en fait, on a dans nos deux hémisphères différentes régions qui vont décoder plus spécifiquement certaines propriétés de ce message sonore. Pour le coup, il y a des cas cliniques de patients qui, à la suite de lésions cérébrales, peuvent avoir des difficultés uniquement sur le rythme de la musique ou uniquement sur le décodage du timbre des instruments. Donc, il peut y avoir vraiment des altérations spécifiques liées à des lésions bien circonscrites. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement de la musique ne se fait pas dans un tout petit endroit du cerveau, mais mobilise des réseaux assez complexes et assez larges. D'accord, très bien. Nous allons faire une pause de pub, on se retrouve dans quelques instants. Oh, j'ai pas envie d'écouter les pubs. Tu peux mettre une musique? Oh, j'adore cette musique! C'est Don't Stop the Music de Rihanna. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Please don't stop the music.
Please don't stop the music, 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 music. Oh, de la bonne musique. Oh là là, j'ai presque failli oublier l'interview. Allez, on remet la suite? Attends, je fais ça tout de suite. Ah, c'est bon, j'ai trouvé la chaîne. Du coup, j'avais une question par rapport au niveau des mécanismes cérébraux euh, qui font que nous ressentons de l'émotion. Enfin, quels sont-ils quand justement on écoute de la musique? Souvent, on ressent des émotions. Souvent, quand on écoute une musique triste, il y a le sentiment de nostalgie, de tristesse qui va avec. Mm. Qu'est-ce qui est à l'origine justement de ce phénomène-là? Alors, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs couches qui peuvent expliquer pourquoi on a des émotions, du plaisir et des émotions à écouter de la musique. Ben, la première couche, elle est sensorielle, elle est liée à l'expérience sensorielle de la musique. C'est un peu comme quand vous mettez une bouchée alimentaire, hein. Donc vous prenez donc une bouchée et vous la mettez dans votre bouche et bah, vous dites, ah, oh là là, il y a trop de sel, oh, c'est très sucré, etc. Vous allez avoir une analyse sensorielle et ça va être avec des intensités liées à la dose de sel, de sucre, de piment, que sais-je, hein, bah, qui va tout de suite vous donner une information sensorielle plus ou moins intense, plus ou moins plaisante. Et ça, pour la musique, ça marche aussi. On sait que les bébés à la naissance, ils ont en fin de compte une légère préférence pour ce qu'on va appeler les intervalles consonants par rapport aux intervalles appelés dissonants. Ça veut dire quoi? Bah, ce consonant, c'est-à-dire que les écarts entre donc les notes sont des multiples mathématiques. Et ça donne une impression plutôt de rondeur, quelque chose de facile à traiter, agréable à l'oreille. Et dissonant, bah, ça donne l'impression qu'il y a une espèce de frottement, hein. Et en fait, quand vous avez des sons avec des écarts un peu plus dissonants, ça donne un côté aussi éventuellement plus nasillard au son, etc. Bon, après, bon, bah, c'est comme de dire que les bébés à la naissance, ils préfèrent le goût sucré au goût salé. Oui. Ok, ce sont des aspects un petit peu innés, Mhm. mais que la culture, après l'exposition à la culture, à votre alimentation, aux environnements sonores, vont complètement moduler. Et dans certaines cultures, bah, certains intervalles que l'on va qualifier de dissonants vont être considérés comme plutôt agréables ou plaisants ou valorisés. Donc, en fait, il y a des choses innées qui fonctionnent bien, qui font que bah, on peut trouver ça plaisant, etc. Au niveau visuel, on sait que là aussi, les bébés à la naissance, ils aiment bien les images où c'est plutôt symétrique et pas asymétrique. Bon, ben, ok, très bien, mais après, bah, on peut aimer regarder des tableaux de Picasso. D'accord. Ah, c'est pas forcément C'est pas, symétrique. pas de souci. Voilà, la culture va jouer son rôle de modulateur, en fin de compte, de la manière dont notre fonctionnement perceptif fonctionne. Donc, on est en train de juger au niveau sensoriel si c'est intense, si c'est pas intense, si, bon, voilà, il y a quelque chose de plaisant. Et puis, un deuxième niveau, on va faire jouer la mémoire. Alors, la mémoire, c'est, ah bah oui, ça, c'est une musique que je connais, ah bah ça, je l'ai déjà entendu dans un contexte plaisant, etc. Quand on demande aux gens, pourquoi enfin, vous aimez écouter cette musique? Eh bien, en général, ils vous disent, ah bah oui, parce que je la connais bien et je sais qu'à un moment donné, il va se passer ça, en fait, dans la musique. Par exemple, les violons vont arriver, puis ça monte, ah oui, j'adore ça, et ça me fiche la chair de poule. Mais en fait, c'est pas forcément que pour des musiques joyeuses. Ok. Parce qu'il y a des gens qui adorent écouter de la musique triste, qui leur fiche les larmes aux yeux. Et Mhm. ils ont la chair de poule et ils ont le frisson en écoutant des musiques tristes ou nostalgiques. Donc, en définitive, on peut prendre du plaisir à écouter des musiques qui sont sur des valences qui ne sont pas forcément que des valences liées à la joie ou au côté optimiste qui est produit par la musique. Donc, c'est assez complexe. Il y a un vrai jeu avec la mémoire, c'est-à-dire un jeu d'attente. On commence à anticiper ce qui va se passer. Et notre cerveau, il aime bien jouer à ça, c'est-à-dire il aime bien jouer à prédire ce qui va se dérouler. Et bah, si, en fin de compte, votre prédiction elle se réalise, il y a la libération dans votre circuit de la récompense de dopamine parce que vous avez fait un pari et votre cerveau, il a gagné. Donc, il est très content. Et voilà, il a joué, il a gagné. Et vous savez que c'est très frustrant quand vous écoutez une musique que vous aimez bien, vous attendez un passage et puis on vous coupe la musique juste avant le passage que vous adorez. Et ben ça, c'est très frustrant parce que votre cerveau, il a fait un pari, il a construit une attente, et puis cette attente, elle n'a pas été satisfaite. Donc, au niveau de votre circuit de la récompense, il n'y a pas eu cette libération de dopamine. Donc, vous voyez ça peut jouer sur différents niveaux. Il y a même, en fin de compte, des niveaux extrêmement élaborés sur les personnes expertes hein, qui vont attendre
je dirais qu'ils vont faire une écoute analytique ou en fait une analyse. Par exemple, en beaux-arts, bon, ben, il y a quelqu'un qui connaît bien un peintre et qui va dire, ah bah oui, ça, la composition, le choix des couleurs, c'est bon, voilà, on peut prendre du plaisir pour des différents niveaux, sensoriels, mémoriels, aussi structural, parce que bah, c'est la musique, je dirais, un objet culturel pour nous. Mm. D'accord, très bien. J'avais aussi une question. Dans vos travaux, on peut lire plusieurs fois que vous utilisez le terme mémoire musicale, même des mémoires musicales. Et est-ce que vous pouvez nous en parler et nous définir un peu ce que c'est? Bah, vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de mémoire, c'est vrai qu'on utilise la mémoire un peu de manière au pluriel, c'est-à-dire c'est les mémoires. On distingue une mémoire à long terme, une mémoire à court terme, donc ou immédiate, hein, une mémoire de travail. On distingue une mémoire dite épisodique. Alors c'est la mémoire des souvenirs que vous pouvez revivre dans leur contexte temporel, avec les émotions qui étaient associées. On parle de mémoire sémantique, c'est plutôt la mémoire, en fin de compte, de la connaissance en général, des concepts, des mots. Vous savez que, par exemple, bah, Rome, c'est la capitale de l'Italie. Bon, bah, vous vous souvenez plus quand est-ce que vous avez appris cette information, hein. Vous avez une mémoire qu'on va qualifier de procédurale. C'est une mémoire plutôt des automatismes moteurs. Vous avez appris à faire du vélo, vous avez appris à conduire une voiture, vous savez comment donc utiliser un clavier sur votre téléphone ou sur un ordinateur. Donc ça, vous avez acquis des automatismes moteurs qui se sont mémorisés dans votre cerveau et vous les utilisez de manière tout à fait automatique et inconsciente. Donc, on a une mémoire alors, qui est moins connue, hein, souvent, en fait, qui est intéressante. C'est une mémoire perceptive à long terme, c'est-à-dire, bah, je parlais tout à l'heure, par exemple, des aspects sensoriels. Bah, si vous goûtez un plat ce soir dans un restaurant et que vous dites, ah oui, je connais cette saveur, je connais ce goût, mais que vous n'avez rien d'autre à dire, bah, on peut dire que c'est parce que votre cerveau, il a reconnu que cette expérience sensorielle, vous l'aviez déjà faite, cette expérience perceptive, et que ça s'est stocké en mémoire à long terme. Quand un musicien joue en fin de compte par cœur une pièce, eh bien, il utilise beaucoup de mémoire en même temps. Ok. Il utilise beaucoup de mémoire, à la fois de la mémoire à court terme, de la mémoire à long terme, les connaissances qu'il a sur le morceau qu'il est en train de jouer, qu'il a apprises, les aspects épisodiques, parce qu'il se souvient que, par exemple, il y a une semaine, il a joué ce morceau dans un concert et il s'est planté à tel endroit du morceau, donc Oui, ça il arrive. est très vigilant parce qu'il a intérêt à faire attention. Il a sa mémoire de motrice, sa mémoire procédurale, parce que là, il fait attention à son doigté. Soit il laisse ses doigts dérouler les choses Mhm. parce qu'il a automatisé en fin de compte ce qu'il doit faire, mais parfois il peut être dans le contrôle aussi moteur, etc., etc. Donc en fait, un musicien, c'est quelqu'un qui va mobiliser qui est beaucoup d'aspects en fin de compte de mécanismes de mémoire en même temps. Et c'est pour ça que nous, on a observé en imagerie cérébrale, quand on a regardé le cerveau des musiciens, on a observé que les régions de la mémoire, et notamment des structures de la mémoire qu'on appelle les hippocampes du cerveau, eh bien, étaient modifiées par cette expertise musicale, parce que quand on est musicien, quand on s'entraîne à apprendre des morceaux de musique, bah, évidemment, on mobilise beaucoup d'aspects du fonctionnement de la mémoire. On avait une question là qui concerne davantage la maladie d'Alzheimer. Est-ce que la musique pourrait être bénéfique pour les personnes souffrant justement de cette maladie ou des troubles liés au vieillissement du cerveau? Et avant que vous puissiez répondre justement à cette question, est-ce que vous pourriez nous donner, vous, votre définition d'Alzheimer, de la maladie d'Alzheimer, parce que souvent elle est associée justement à la perte de mémoire, mais est-ce Mm. qu'elle se caractérise juste par cette perte de mémoire ou c'est plus complexe que ça? Alors, c'est beaucoup plus complexe que cela, effectivement, parce que premièrement, quand on parle de maladie d'Alzheimer, on parle bien, en fin de compte, d'une pathologie donc évolutive avec des mécanismes de mort neuronale, donc de mort des neurones, qui est spécifique et qui n'est pas tout à fait la même que si Mhm. vous me parlez de maladie de Parkinson, ça n'a rien à voir, que si vous me parlez de démence frontotemporale ou de maladie de Pic. Il y en a toute Ouais. une Un beau panel. ribambelle hein, de maladies. C'est ça. Donc, maladie d'Alzheimer, on met souvent en avant, comme vous l'avez dit, le fait que ce serait une maladie centrée sur la perte de la mémoire. Mhm. Alors, il y a cet aspect-là, mais aussi, quand on a une maladie d'Alzheimer, on va avoir aussi des troubles de coordination moteur. On a des difficultés, effectivement, qui ne sont pas forcément que liées à la mémoire, hein. On a des troubles de concentration, d'attention, etc.
Alors, du coup, qu'est-ce qui est spécifique dans l'Alzheimer du point de vue de la perte de mémoire? Ce qui est très révélateur, c'est que chez les patients Alzheimer, on va avoir notamment une mort des neurones qui touche assez spécifiquement les régions hippocampiques dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Donc, du coup, ces régions hippocampiques, elles sont très importantes pour être capables d'associer des informations les unes avec les autres dans notre mémoire. Et notamment lorsqu'on doit évoquer des souvenirs personnels, il est important de reconstruire ces souvenirs et de savoir dans quel contexte ça s'est passé, depuis combien de temps, quel était l'environnement spatial, etc. Donc, cette mémoire associative, cette mémoire des souvenirs, cette mémoire épisodique, eh bien, elle va être particulièrement touchée dès le début de la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que, en fait, ils vont avoir de plus en plus de difficultés à pouvoir se souvenir Mhm. du contexte dans lequel ils ont vécu telle ou telle information. Mais après, il n'y a pas que la mémoire épisodique qui va être altérée, il va y avoir aussi la mémoire des mots, la mémoire du sens des mots, la mémoire sémantique, et puis la mémoire immédiate, etc. Ok. Par contre, il y a des aspects de la maladie d'Alzheimer qui résiste bien, en fin de compte, à ces troubles de mémoire. J'ai évoqué la mémoire procédurale tout à l'heure et aussi la mémoire perceptive à long terme. Et ça, ces deux mémoires, elles sont encore largement fonctionnelles, même à un stade relativement avancé de la maladie d'Alzheimer. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'en définitive, aujourd'hui, on a une présentation de cette maladie en disant c'est une maladie totale ou globale de la mémoire, et c'est pas si vrai que ça. Et justement, les études donc chez ces patients utilisant la musique nous ont permis de montrer que, en définitive, on était capable de leur faire apprendre de nouvelles mélodies D'accord. malgré leurs difficultés de mémoire, parce que bien qu'ils ne se souviennent pas des séances d'apprentissage de ces mélodies, notamment avec des chansons qu'ils ne Mhm. connaissaient pas, ils vont être capables, en fin de compte, de pouvoir les restituer par cœur si on leur présente les paroles ou si on leur présente le début de la mélodie, mais ils se souviennent absolument pas dans quel contexte ils ont appris. C'est-à-dire, ils apprennent des choses nouvelles. Alors, c'est vrai avec la musique, mais on a montré aussi que c'était vrai avec de la formation visuelle. Mhm. Et avec, en fait, la musique, ça a été vraiment le déclencheur pour nous, le levier qui a Mhm. permis de révéler que ces patients, ils n'avaient pas forcément une maladie totale ou globale de la mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la musique avec ces patients? C'est Eh ça. bien, en début de pathologie, on peut déjà leur proposer des séances de stimulation de la mémoire, parce que pour parler de se remémorer des informations dans des contextes, notamment la musique, c'est assez pratique, parce que les chansons, notamment populaires, vous vous souvenez que vous les avez écoutées jeunes, vous vous en souvenez, etc., et elles résistent bien à la maladie. Ça, c'est un premier point. Donc, Mhm. on peut stimuler la mémoire. On peut aussi diminuer les troubles comportementaux, notamment quand vous êtes en début de maladie. Vous avez souvent des troubles anxieux, des troubles dépressifs. D'accord. Donc, lutter contre les troubles anxieux ou dépressifs, c'est très simple de proposer des ateliers de relaxation en utilisant la musique. Mhm. Donc, on trouve dans plein de contextes médicaux l'utilisation de la musique pour diminuer en fin de compte l'anxiété, diminuer la dépression, diminuer la douleur, et ça fonctionne aussi bien avec les patients Alzheimer. Et puis, bien évidemment, quand la maladie avance, ces patients sont de moins en moins conscients de leur état et deviennent de plus en plus apathiques. Apathiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils n'arrivent plus à communiquer, ils vont avoir beaucoup de mal, en fin de compte, à mobiliser leur énergie par eux-mêmes pour faire des choses. Et en fait, ils vont rester toute la journée à regarder leurs chaussures et il ne se passe rien. Et si on ne va pas communiquer avec eux, ils vont rien faire de particulier. Donc, il faut vraiment lutter contre ce repli sur eux-mêmes. Et puis, pour les soignants, les aidants familiaux, c'est de plus en plus compliqué d'arriver à rentrer en communication avec ces patients qui aussi ont du mal à trouver leurs mots et à parler. Et Mhm. là, la musique est super intéressante parce que on va pouvoir, lorsqu'il y a une musique qui résonne avec justement leur vieille mémoire hein, Mhm. ancienne, eh bien, on voit un effet d'éveil. Et ces patients, ils sortent de leur apathie, de cet état apathique, et d'un seul coup, ils écarquillent les yeux, ils entendent la musique, ils se mettent à sourire, ils se mettent à fredonner, et on va pouvoir, comme ça, en fin de compte, retrouver le moyen de recommuniquer avec eux et de retrouver une relation à peu près normale. Et ça, c'est très précieux parce que justement, on va pouvoir les accompagner avec la musique tout au long de cette maladie. On est d'accord que justement cette phase de lucidité, elle reste quand même assez courte.
Oui, alors, c'est sur la fin je dirais, de la maladie, mais mine de rien, c'est important parce que on sait très très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments pour soigner la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est clair que c'est pas avec ces stimulations musicales et cette prise en charge que ça va les guérir hein, de leur Alzheimer et qu'on va reconstruire le cerveau. C'est pas c'est pas l'objet. L'objet, c'est continuer à stimuler au début de pathologie, hein, donc ça c'est important pour avoir un effet retard éventuellement sur la progression de la maladie. Mais une fois que la maladie est bien installée, c'est pas d'essayer de la freiner. Je dirais qu'on continue à stimuler, mais c'est surtout de permettre de rentrer en relation et de conserver pour les aidants familiaux et les aidants professionnels, de conserver une relation riche et d'avoir en fin de compte la possibilité de prendre du plaisir au présent avec ces personnes, parce que ça, c'est encore possible. Et comme je disais tout à l'heure, que en définitive, il y a encore l'ancrage de nouvelles sensations, informations perceptives qui se fait par l'effet de répétition, en fait, on peut tout à fait préparer ces patients à aller écouter un concert en les exposant à une musique même qu'ils ne connaissent pas et après aller à un concert ou aller visiter un musée des beaux-arts parce qu'on les prépare à voir certains tableaux. Et en fait, s'ils sont très sensibles à un phénomène qui est le fait d'être face à quelque chose qui évoque un sentiment de familiarité. Donc ça c'est très très important pour eux parce que tout de suite, ça les rassure et ça les met dans une capacité à interagir. D'accord, très bien. On vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Cette De réunion rien. est très enrichissante. Tiens, ces voix me semblent familières. On dirait Chloé et Émilie de mon cours de gestion du stress. Oh, c'est drôle de les entendre à la radio. Par contre, le sujet de l'interview était incroyable. Tu vois, j'avais raison. Allez, vas-y, mets la chaîne que tu veux maintenant. Youpi, à mon tour. Attends, regarde des messages, on doit prendre Willy, c'est un chemin. Ah oui, c'est vrai. Je viens de recevoir un message comme quoi il nous attend à l'aire de covoiturage. Tiens, tu peux prendre la prochaine sortie. Ça marche. C'est bon, je le vois. Salut les filles! Salut. Alors ton entretien de stage, est-ce qu'il s'est bien passé? Tu n'étais pas trop stressé? Oui, super! J'ai trouvé une bonne méthode à faire avant ce type d'exercice. Si vous voulez, je peux vous la faire écouter. Oh là là, tu as transformé la voiture en boîte de nuit. Oui, j'en ai besoin avant de passer à un entretien. Quoi, de faire la fête? Non, me mettre dans un état second, de bien-être, grâce à la musique, un état de transe. Oh là là, t'as pris de la drogue, Willis? Tu m'as pas l'air très nette. C'est quoi cet état de transe? La transe est un état modifié de la conscience, caractérisé par une altération de la perception, de l'attention et de la conscience de soi. Elle peut se manifester par une diminution de la conscience de l'environnement extérieur, ou à l'inverse, dans une foule, d'une augmentation de celle-ci et la création d'une conscience collective. Elle peut aussi se caractériser par une focalisation intérieure intense et une susceptibilité accrue aux émotions, les rendant plus fortes. Cet état est souvent associé à des pratiques rituelles, spirituelles ou thérapeutiques. Pourquoi se mettre dans cet état? Quel effet ça fait sur le cerveau? Eh bien, lors de l'écoute ou de la pratique musicale, plusieurs mécanismes neurologiques peuvent conduire à un état de transe. Des études ont montré que la musique rythmée peut synchroniser l'activité des neurones avec le tempo musical, modifiant ainsi notre état de conscience. Une sorte de synchronisation neuronale? C'est ça. La transe musicale peut aussi entraîner la libération d'endorphines, de sérotonine et de dopamine, des neurotransmetteurs associés au plaisir, à la récompense et à la régulation de l'humeur. Enfin, la musique peut influencer les rythmes cérébraux, notamment les ondes θ et alpha, associées à la relaxation profonde et à la méditation. Mais comment tu arrives à cet état de transe avec la musique? Eh bien, il existe 3 facteurs selon le sociologue Lionel Pourtout. Tout d'abord, l'effet de groupe. Les musiques qui amènent à l'état de transe doivent être écoutées en groupe et en dansant. Nous passons alors d'un ensemble d'individus à un groupe ayant une conscience commune, un corps collectif. C'est ce qui va permettre l'émergence du sentiment de transe. Ok, la transe ne peut pas se faire avec un casque sur la tête? Exact. Deuxième facteur, il nous faut de la musique à base rythmique, en utilisant énormément de percussions et de boucles sonores répétitives. On retrouve ces caractéristiques tant dans les percussions de la musique gnawa, venant des confréries musulmanes mystiques africaines, dans lesquelles la trance joue un rôle très important, que dans la musique électronique, comme la techno, où la répétition a un rôle central, permettant des montées sensationnelles d'une grande profondeur. Enfin, le troisième facteur, qui n'est pas obligatoire mais souvent utilisé,
c'est la consommation de produits psychotropes, tant des racines d'iboga dans les cérémonies du Bwiti, rite de passage qui proviendrait des pygmées d'Afrique équatoriale, que l'ingestion d'ecstasy dans les rave parties d'Europe occidentale. Emma, t'avais raison. Willy, c'est pas net. Il a ramené de la drogue dans ma voiture, ça se fait pas. Je suis vraiment déçue de ton comportement, jeune homme. Je vous ai entendu, calmez-vous. Déjà, la consommation de stupéfiants n'est pas obligatoire pour atteindre cet état. Et en plus, ceux-ci sont illégaux en France. Enfin, sauf l'alcool. Et le tabac aussi. Ok, désolé d'avoir douté de toi. En tout cas, ça a fonctionné pour mon entretien. J'ai été à mon prime cet après-midi. Tu m'étonnes. Si tu veux, Juline, tu peux reprendre ces conseils pour ton cours de gestion de stress. Bonne idée, je vais en parler aux filles. Bon, je vois qu'il nous reste encore de la route avant d'y arriver. Je vais faire un petit dodo. Let's go pour une petite musique alors, ça te va? Vas-y, tu peux en choisir une. Ok, c'est Show Must Go On de Queen. Un classique, mais elle est incroyable. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime, behind the curtain, in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be warmer now. I'll soon be turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'm aching to be free. Show must go on. The show must go on. Yeah, yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. Show must go on. Hey, show must go on. I'll face it with a grin. I'm never giving in. On with the show.
Ah là là, trop bien cette musique. C'est la dernière qui a été chantée sur scène par le groupe Queen. Elle envoie. Mais alors, Dia, mais celui-là, il est dangereux, mais ça va pas ou quoi? Il sait pas où il va. Un 33 en plus. Ah, il roule à gauche, c'est sûrement un bordelais. Attends, je vais te trouver quelque chose à la radio pour te détendre. Quoi? Moi, je suis stressée. Non, c'est vrai que tu sembles super détendu. Ah, c'est bon, je pense avoir trouvé quelque chose. Attends, Emma, vérifie ton téléphone. On ne devait pas prendre quelqu'un d'autre après Willis? Ah oui, c'est vrai, Mathéo. Notre véhicule devient un bus scolaire. Tourne à droite, juste là. Salut les filles, merci beaucoup de m'avoir récupéré. Salut Mathéo, bienvenue à bord. Alors, prêt pour le festival? On parlait justement de musique avec Willis juste avant. Mais il s'est endormi. Et là, Juline commençait à s'énerver auprès d'un automobiliste. Ah, ça tombe bien, j'ai préparé une petite chronique pour mon émission radio sur la musicothérapie. Ça vous dit un petit aperçu? Bah écoute, ça nous ferait pas de mal apparemment. Vous saviez que la musique peut vraiment soigner? C'est exactement ça la musicothérapie. C'est une méthode qui utilise les sons et la musique pour améliorer notre santé physique et mentale. On s'en sert depuis longtemps, mais ça s'est surtout développé après la Seconde Guerre mondiale, pour aider les soldats traumatisés. Ah oui, c'est intéressant. Et du coup, comment ça fonctionne en pratique? Eh bien, tout commence par une rencontre avec un musicothérapeute qui va chercher à comprendre comment tu réagis aux musiques, ce que tu aimes, ce qui t'apaise ou ce qui te stimule. Ensuite, il te propose un programme musical sur mesure. Comme une playlist thérapeutique? Exactement. Et il y a deux approches principales. La musicothérapie active, où la personne participe directement à la création de musique, souvent à travers des jeux musicaux ou de l'improvisation, ce qui aide à exprimer des émotions difficiles. Et la musicothérapie réceptive, où la personne écoute des musiques sélectionnées spécialement pour induire une relaxation profonde. Ça doit être super utile contre le stress, non? Absolument. Elle est très utilisée pour diminuer l'anxiété ou la douleur, particulièrement chez les patients atteints de maladies chroniques ou sous traitement contre le cancer. Ah, ça aussi, il faudrait que j'en parle à mon groupe de gestion du stress. Oh, et on vient d'entendre un chercheur nous parler de l'effet de la musique avec des personnes atteintes d'Alzheimer. La musicothérapie peut avoir un rôle à jouer là-dedans? Oui, ça s'appelle la neuromusicothérapie. On l'utilise chez les personnes atteintes de troubles neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson pour améliorer la mémoire, la coordination motrice et même la parole. Incroyable! Je savais que la musique avait des effets positifs, mais là, à ce point-là... Ouais, c'est clair. Merci Mathéo, c'était super intéressant. Ça donne envie d'en savoir plus. Avec plaisir. On pourra continuer à en discuter au festival. Je vais écouter ma musique en attendant. Le trajet commence à être super long. J'aimerais bien être comme Willis, dormir comme un bébé à l'arrière. C'est vrai qu'il ne bouge pas d'un poil depuis tout à l'heure, alors que j'ai klaxonné et crié. Bon, normalement on a tout le monde, non? Pas besoin de s'arrêter pour prendre quelqu'un d'autre. Non, c'est bon, on peut mettre une autre station de radio. Super, alors, qu'est-ce qu'on a... Oh, j'ai trouvé une émission sur l'archéologie musicale. Vas-y, lance, ça m'intrigue. Les instruments retrouvés à la préhistoire. Effectivement, chers collègues, nous allons aborder aujourd'hui le thème plus festif qui est l'origine de la musique à la préhistoire, avec certains instruments plus qu'étonnants. C'est vrai que je me suis souvent demandé comment les hommes préhistoriques faisaient la fête à l'époque. Non, parce qu'ils devaient avoir de super spots avec de la nature à perte de vue. Ah, quelle chance. C'est vrai, vivre une vie la plus simple, chasser, chanter et danser autour d'un feu. Ah là là, le rêve, juste une guitare et des chansons de Francis Cabrel. Enfin, je m'égare, désolée. Je suis allée au conservatoire petite, je connais plein d'instruments, et toi aussi certainement. Mais alors, ces instruments préhistoriques étaient-ils si différents et à quoi servaient-ils réellement ? Figure-toi que j'ai découvert récemment qu'une flûte taillée dans un os de vautour avait été trouvée dans la grotte de Hohlefels en Allemagne. Et accroche-toi, elle date d'il y a environ 35 000 ans. 35 000 ans, une flûte ? Eh bah, mais d'ailleurs j'ai entendu parler d'un type d'instrument assez spécifique. En 2021, un coquillage trouvé en 1931 dans la grotte de Marsoulas a bénéficié d'une nouvelle étude qui a permis d'identifier un instrument de musique avant, une conque musicale. Il est probable que les Magdaléniens, il y a 17 000 ans, soufflaient dans l'orifice pour produire des sons. Mais encore une fois, ce ne sont que des hypothèses. Tout repose sur des hypothèses, ma pauvre. Les scientifiques sont quasiment certains que la musique a débuté par des chants, puis est venue la création d'instruments variés, comme les phalanges de rennes qui faisaient office de sifflet. Y a pas un instrument qui s'appelle une rampe aussi ? Alors pas tout à fait, mais presque. C'est une rhombe, une pièce en os ou en bois de forme allongée qui est fixée à une cordelette. Quand tu crées une rotation, l'objet produit un vombrissement caractéristique qui varie en fonction de la forme, de la taille et de la vitesse de rotation. Wow, ça doit faire un sacré bruit ça. J'aimerais bien entendre ça. Dommage qu'on puisse pas faire venir un homme préhistorique en guest dans les locaux pour nous faire une démo. En tout cas, je sais qu'il existe aussi des racleurs. Ce sont des objets en os ou en bois de cervidés caractérisés par un bord cranté. En les frottant avec une baguette, on produisait un son,
suggérant un usage sonore, mais leur fonction exacte reste incertaine. Mais c'est ça. Quels sont les indices qui nous permettent de dire si c'était un usage musical? Apparemment, déjà, c'était pas vraiment dans un usage artistique. Ce sont des pratiques plus liées à ce que nous, on appellerait une religion, des mythes. Certaines peintures rupestres représentent des musiciens, enfin, ce qu'on pense en être. Comme le fameux petit sorcier de la Gorge des Trois Frères. On l'a longtemps interprété comme un danseur jouant d'un arc musical, mais des études récentes suggèrent qu'il pourrait plutôt s'agir d'un chasseur marchant à quatre pattes. Encore une fois, on est dans l'hypothèse. Donc, en vrai, c'est à quel moment qu'on a commencé à faire de la musique juste pour nos oreilles? Parce que là, ça semble plutôt lié au rituel. C'est frustrant de pas savoir. J'aimerais bien appeler Doc pour remonter le temps, là. Même lui, il te dirait que c'est un peu le flou historiquement. Mais les Grecs semblent avoir été les premiers des peuples à théoriser la musique. C'est Pythagore qui a créé les premières théories d'un système musical comportant 7 notes. Mais bon, les Égyptiens utilisaient déjà une gamme de 7 notes associées aux 7 planètes. Donc qui est le premier? Telle est la question. Les Grecs sont toutefois les premiers à avoir laissé des traces écrites d'un système musical codifié. En soi, j'ai l'impression que c'est à la Renaissance que la musique dans l'art explose. Les opéras émergent ainsi que de nombreuses recherches sur la gamme musicale. Le travail effectué par les compositeurs au XVIe siècle sur la musique polyphonique religieuse permet d'orienter la musique de la Renaissance vers des principes plus modernes tels que l'harmonie. Sous leur influence, la musique tient de plus en plus compte du contenu des textes, ce qui va lui permettre d'occuper une place beaucoup plus importante dans les arts. Ah, c'est fou. Maintenant, tout ça m'amène à pouvoir écouter The Weeknd en boucle, le bonheur. Et moi, Fleetwood Mac. Non, merci les Grecs seuls. Merci d'avoir écouté votre capsule temporelle du jour sur Radio Histoire. C'était Madame Paléo. Et sa moitié lithique. Bonne fin de journée à nos auditeurs. Waouh, j'ai adoré. Imagine ton repas de Noël. Avec les restes de la carcasse de volaille, on pourrait faire un... Ne finis pas ta phrase, Juline, s'il te plaît. C'est dégoûtant. Par contre, je suis impressionnée que possiblement un coquillage ait servi d'instrument de musique il y a 17 000 ans. En soi, un os et un coquillage, c'est un peu pareil, non? J'avais pas pensé de ce point de vue-là. Pas bête comme remarque. Bon, il reste 15 minutes de route. Ça te va de changer de station? Pourquoi pas Rock FM. Mais c'est quoi ce truc pour les vieux de 40 ans? Bah bon, c'est du rock quoi, mais tu aimes pas le rock? J'en ai écouté avec mon père, qui a de très bons goûts musicaux d'ailleurs, mais sinon pas actuellement. Alors tu préfères quoi comme musique? Gastea? C'est quoi Gasti machin truc? Ça se dit Gastea. Et il passe du rock basque. Ah, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas entendu parler. Moi je préfère la pop. Je cherche une chaîne qui peut nous plaire à toutes les deux alors. Ah, tiens, cette chronique parle justement des préférences musicales. Parfait, on écoute ça alors. Vous êtes toujours sur Radio Musique. Avant le nom, je suis comme toujours accompagnée de notre chère Lucie. Oh, merci Camille. Bienvenue sur la chronique où nous répondons à vos questions, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Zao de Sarrazin qui nous vient de Saint-Maurice-la-Souterraine dans la Creuse. Écoutons sa question. Alors, oui, bonjour. Ma question est la suivante. Mon fils met de la musique hip-hop dans la chambre à longueur de journée et ça m'agace. Moi, je n'écoute que de la musique baroque. Ça, c'est de la bonne musique. C'est plus que c'était la musique... D'accord, Zao. Quelle est votre question précisément? Ah oui, pardon. Ma question est la suivante. Pourquoi mon fils n'aime-t-il pas les mêmes musiques que moi? Très bonne question, Zao. Il y a eu des réponses scientifiques à votre question. Sachez que c'est normal si vous n'aimez pas la même musique que votre fils. Ah, je vous écoute alors. Oui, de nombreuses études ont été faites sur le sujet, et elles montrent que les préférences musicales sont propres à chaque individu en fonction de comment le cerveau va interpréter la musique. Mais avant d'être interprété par le cerveau, le son de la musique doit d'abord être traité par le système auditif, et ce traitement se fait en 3 étapes. C'est la partie tuto. Première étape, les ondes sonores sont filtrées par les oreilles, le traitement commence à se faire sur la base des fréquences. Deuxième étape, la cochlée, vous savez, la partie dans l'oreille qui ressemble à un escargot, eh bien cette cochlée va encoder la hauteur du son. Troisième et dernière étape, le traitement le nerf auditif envoie l'information encodée au cortex auditif dans le cerveau. Et une fois l'information de la musique envoyée dans le cerveau, elle n'est pas encore complète. Le cortex auditif primaire ne perçoit qu'une tonalité de base. Ça va être d'autres régions du cortex auditif qui vont ajouter des éléments plus complexes à cette information, comme le timbre ou le rythme de la musique. D'ailleurs, des recherches ont montré que de multiples régions du cerveau peuvent être activées lors de l'écoute d'une musique, et pas qu'une région à la fois. Par exemple, la région du cerveau traitant les émotions est activée lorsqu'on écoute de la musique.
Super! Et maintenant, la partie horoscope musical. Une étude a été faite en Grande-Bretagne à l'université de Cambridge par le chercheur et psychologue David Greenberg. L'objectif était de trouver une corrélation entre les modes de pensée et les préférences musicales. 4000 personnes ont participé à cette étude et ils ont été divisés en 3 catégories. Personne de type empathique, vous avez tendance à être émotif et souvent dans vos pensées. Privilégiez les musiques avec un niveau d'énergie faible mais avec de la profondeur émotive. Vos musiques du moment seront les musiques tristes ou le soft rock. Personne systématique, vous avez tendance à suivre les règles et le système. N'hésitez pas à écouter du heavy metal aujourd'hui, vous allez adorer. Et pour finir, personne équilibré, vous êtes touche à tout. Aujourd'hui, la chance vous sourit. Libre à vous d'écouter un large panel de musique et de laisser libre cours à vos envies. Citation du jour. David Greenberg a dit ensuite, à la suite de cette étude, « Nous sommes attirés par la musique qui reflète qui nous sommes, ce qui inclut bien sûr notre personnalité, notre façon de penser, peut-être même la façon dont notre cerveau est programmé. Donc, nos goûts musicaux dépendent vraiment de notre personnalité. » Et selon une étude de 2015, notre humeur en fonction de la journée va aussi influencer sur les musiques que nous choisissons d'écouter. Mais ça, vous le saviez déjà. Point hormones du jour. Certaines musiques, notamment les musiques tristes, peuvent même entraîner la production de prolactine, ce qui contribue à un sentiment de calme et de détente. C'est cette même hormone d'ailleurs qui agit lorsque nous ressentons de l'empathie. Mais ça ne s'arrête pas là, les informations ne cessent d'affluer. Il y a d'autres chercheurs qui ont fait des corrélations entre les genres musicaux et 5 facteurs de personnalité. Mais je sens que si on aborde ça, je vais vous perdre. Donc je vais m'arrêter là. Certains disent même qu'au-delà du genre musical, il y a aussi le fait d'être familier avec une musique qui va produire une réponse spécifique du cerveau. Donc oui, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait en parler pendant encore longtemps. Mais si ça vous intéresse, allez voir les travaux de Léonard Meyer, c'est le premier à avoir théorisé ça. J'espère que ça répond à votre question, Zao. Oui, merci beaucoup à vous deux. Je vais aller raconter tout ça à mon fils. Il ne va pas en revenir. Ah, super. Passez une bonne journée. Et c'est déjà la fin de votre chronique quotidienne préférée. On se retrouve demain, même heure, même radio, pour une nouvelle question et de nouvelles réponses. À bientôt. T'as entendu? Elles ont dit qu'on doit écouter du rock, elles aussi. D'ailleurs, pas faux. Ou alors t'as une personnalité de vieux. Et toi, avec ta pop, ça correspondrait à quel type de personnalité? Aux personnes jeunes qui aiment bouger, énergique quoi. Parce que le rock, c'est pas énergique. Énergique pour les personnes de plus de 40 ans. Bon, on arrive bientôt. On choisit la prochaine station. Allez, je veux bien entendre l'agenda du jour avant d'arriver au festival. Je mets ça. Aujourd'hui, on met en lumière une exposition à ne pas manquer, le second volet de l'exposition Spécimen du photographe Steve Lawrence, un événement incontournable pour les amateurs d'art, de culture et de sciences et qui dure jusqu'au 2 mai. Cette exposition, conçue par l'équipe Culture Sciences Société, vous invite à découvrir des photographies captivantes de 4 collections de l'Université de Bordeaux. L'exposition se déploie sur les grilles du campus Pexauto à Talence, où vous pourrez admirer des objets issus du musée d'ethnographie de Bordeaux, de la collection d'optique, de la collection de paléontologie et de la collection de la documentation. Une belle occasion de marier l'art et la science tout en plongeant dans l'histoire fascinante de ces objets bien méconnus. Alors si vous êtes à Bordeaux ou dans les environs, n'hésitez pas à y faire un tour et laissez-vous transporter par ces spécimens qui racontent chacun une histoire unique. Maintenant, c'est l'heure de se bouger. L'occasion de la Semaine olympique et paralympique 2025, l'Université de Bordeaux s'engage pleinement pour célébrer l'héritage des Jeux olympiques de Paris 2024 avec des événements sportifs inédits organisés par le SUAPS. Le 1er avril 2025, rendez-vous sur le campus Pexauto pour une course d'orientation à partir de 18h30. Les étudiants seront invités à tester leur sens de l'orientation tout en explorant le campus de manière ludique. Le 3 avril 2025, direction le campus de Carrère pour un défi de laser run. Une discipline qui allie course à pied et tir au laser à découvrir absolument dès 18h30 également. Ces événements ouverts à tous les étudiants seront l'occasion de rappeler l'importance du sport pour la santé. L'espace santé étudiant sera présent pour vous informer sur les bienfaits de l'activité physique. Enfin une occasion de faire du sport tout en célébrant les valeurs olympiques et universitaires, dépassement de soi, convivialité et engagement. Nous y voilà. Il va falloir réveiller Willis. Hé Mathéo, on peut descendre, on est arrivé en entier. Enfin, c'était super long. Heureusement que nous avons écouté plein de choses intéressantes pendant le trajet et que tu étais réveillé pour en parler. Faut pas compter sur les gars pour nous maintenir réveillés. Encore heureux, je conduisais. Et en effet, heureusement, on peut compter sur les femmes. Je ne vais pas te contredire là-dessus. Bon, c'est parti pour le festival et une soirée de folie! Merci de nous avoir écoutés, c'était Juline. Et moi, Emma, c'était la dernière émission radio des dealers de sciences de l'année universitaire de 2024-2025. La prochaine émission sera dans quelques mois. On se retrouvera à la rentrée. À bientôt!
C'est-à-dire Stagiaire. Petit vlog. La plus belle avec ses magnifiques cœurs. Du coup, juste la refaire comme ça, il n'y aura pas trop de. Émile Reporter, c'est ça? C'est ça, c'est Émile Reporter? C'est ça. Pour le lait. Martin Reporter. Bonjour, César de Sarrazin.